Bonjour et merci. Merci au Collège de France, merci à Alain Prochance, à Patrick Boucheron d'avoir organisé ce colloque de rentrée sur les migrations, les réfugiés et l'exil à un moment où, plus que jamais, même s'il n'y a effectivement jamais eu d'âge d'or, il nous faut relancer la réflexion, la mobilisation intellectuelle et pas seulement la mobilisation politique sur tout ce qui nous réunit et qui peut nous permettre d'établir une représentation de l'autre qui nous permettra de sortir de la crise. La question de l'hospitalité est en train de réémerger au sein de ce qu'on a appelé, et je ne reviendrai pas sur tous les guillemets qui ont déjà été mis, la crise des migrants, la crise des États européens face aux migrants, la crise de représentation de l'autre. La question de l'hospitalité revient à la fois parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on en manque, la panique de nos gouvernements, les accords Union européenne-Turquie, etc., pour tenir les migrants loin de chez nous, mais aussi parce qu'on voit bien qu'elle est un petit peu réapparue ici et là. Certaines personnes ont souhaité accueillir chez elles des migrants sans se soucier forcément de savoir quel était leur statut juridique, et donc déjà d'emblée leur hospitalité a pu devenir un geste politique ou de désobéissance. Je touche là, je le sais, un point sur lequel je reviendrai, un point de discussion qui s'oppose à l'impression de consensus autour de ce mot hospitalité qui est apparu avant-hier et hier dans la bouche d'un directeur de l'OFPRA, d'un ministre, et même, vous le savez peut-être, la ministre du Logement qui s'est découverte aujourd'hui proche de l'hospitalité privée. Je vais donc en parler de tout ça, mais en essayant peut-être de réintroduire du dissensus pour voir si on pourrait être plus efficace. Ce consensus sur l'hospitalité, tout le monde en parle aimablement, tient aussi à la pluralité de significations et d'enjeux qui existent autour du terme, et cette pluralité tient très probablement à sa virtualité, qui est un peu un effet de sa disparition. On peut en dire tout ce qu'on veut, puisqu'on ne la voit plus à l'œuvre. En 1993, René Scherrer en disait ceci: « Hospitalité insaisissable et qui se dérobe dès que l'on tente de la fixer sous une forme unique, de la prendre en un sens univoque. Elle est privée et publique, elle est présente et absente. L'hospitalité est chaleureuse et hypocrite. Elle admet tous les détournements et apparaît souvent là où on ne comptait plus sur elle. » En m'interrogeant maintenant sur les différentes facettes de cette question de l'hospitalité, différentes manières de reprendre cette réflexion, je l'inscris d'abord dans un contexte. Ce moment de l'histoire dont nous sommes contemporains, collectivement informés ou personnellement touchés, et ainsi prenant part, puisqu'au moins nous avons quelques conversations, inquiétudes ou indignations sur ce qui se passe, la réponse inquiète et violente des États-nations à la circulation des migrants. Mais le moment présent peut aussi se lire différemment, au-delà des peurs et des indignations, comme le début d'un débat, une bataille d'idées, au sens fort, à propos d'un nouvel ajustement nécessaire entre mobilité et multilocalité, donc sur la possibilité de la mondialisation humaine, alors que nous savons que la mondialisation financière, industrielle, communicationnelle, idéologique, politique existe bien déjà. Si l'on veut prendre la mesure du monde en même temps que celle de chaque lieu, nous devrons donc repenser l'hospitalité. C'est elle qui fait le lien. Cela dans un contexte où l'on ne peut empêcher quiconque de vouloir se déplacer, de se mettre en mouvement vers un ailleurs plus sûr ou meilleur. Alors je voudrais ouvrir cette réflexion sur une reprise de l'hospitalité à partir de 3 questions que je nommerai d'une manière un peu laconique: l'hospitalité inconditionnelle, l'hospitalité conditionnelle, les retours de l'hospitalité. Alors, l'hospitalité inconditionnelle d'abord. On peut se demander si l'hospitalité doit être sans condition pour s'imposer à tous, comme l'a défendu Jacques Derrida dans les années 90,
affirmation qui a supposé une définition de l'étranger absolu en soi, voire sacré. S'inspirant de la tradition de la Grèce antique, Derrida rappelait le devoir d'hospitalité absolue à l'égard, je cite, de l'autre absolu, inconnu, anonyme. Erreur, dit en substance l'historienne de l'Antiquité Florence Dupont. Derrida a fait une erreur de traduction du mot xénos, qui signifie, selon elle et selon Émile Benveniste également, dans son vocabulaire des institutions indo-européennes de 1969, le mot xénos signifie d'abord l'hôte, le partenaire d'une relation appelée xénia, l'hospitalité. Xénos ne signifie pas d'abord l'étranger, comme nous sommes tentés de le traduire aujourd'hui avec nos idées et nos questions d'aujourd'hui. Si l'on confond xénos avec l'étranger absolu, alors l'hospitalité est logiquement détachée de la pratique et de ses contextes. Elle peut être inconditionnelle, et il lui faut, pour prendre sens, l'associer à une autre définition inconditionnelle, celle de l'étranger absolu. Et tout cela est très difficile à mettre en œuvre. Florence Dupont oppose à cela un hôte, xénos, une condition d'hôte, pourrait-on dire, définie par une relation xénia. C'est la relation qui est première, et le xénos n'est pas défini en soi hors de cette relation. C'est cette relation qu'Émile Benveniste appelle le pacte d'hospitalité. Xénos est le partenaire d'un pacte d'hospitalité, puis l'hôte, xénos, ne deviendra étranger que plus tard dans un autre contexte, dans une autre époque. Mais il faut donc, nous dit Florence Dupont, revenir au sens contemporain de l'usage grec du terme. Et encore, écrit Benveniste, xénos, si caractérisé comme hôte chez Homère, est devenu plus tard simplement l'étranger, le non national. Plus tard seulement. Derrida l'admet fort bien. Lui aussi a lu Benveniste et a bien vu l'ambivalence du mot, qui est décrite dans le vocabulaire des institutions indo-européennes. Mais il y aurait en fait, insiste Derrida, pas seulement ambivalence, mais ambiguïté et tension entre deux sens. Deux sens, l'hospitalité inconditionnelle et l'hospitalité conditionnelle, deux sens de l'étranger absolu et de l'hôte, deux sens que nous recevons maintenant, il est vrai, comme contemporains l'un de l'autre. L'anthropologue, bien sûr, se retrouve bien mieux dans la définition relationnelle de l'hôte et de l'hospitalité que dans sa définition absolue. Une anthropologie que Benveniste appelle d'ailleurs de ses voeux en écrivant, je cite, que l'hospitalité s'éclaire par référence au potelage dont elle est une forme atténuée. On considérera alors que l'hospitalité s'inscrit dans un cycle ou au moins un dispositif d'échange. Mais quel périmètre a ce dispositif d'échange ? Je me souviens, j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler plusieurs fois, d'Emmanuel Terré, il y a quelques années, dans le hall de l'École des hautes études en sciences sociales, occupé par des travailleurs étrangers sans papier. Emmanuel Terré était venu pour dire « si nous sommes solidaires et si nous devons accueillir les travailleurs étrangers ou les étrangers, et en l'occurrence des Africains qui étaient là chez nous, et chez moi, disait-il, c'est parce que j'ai été toujours bien accueilli en Afrique, partout où je suis allé, j'ai toujours trouvé le gîte et la nourriture. Et donc, je veux rendre maintenant ce qu'on m'a donné plus tôt. » Le moment a été très fort à ce moment-là, sur le plan politique, mais il l'est aussi sur le plan anthropologique. Et ce n'est pas en ce lieu que je vais vous redire ce que Claude Lévi-Strauss a développé sur les systèmes d'échange généralisés. Simplement, pour qu'il y ait don contre don, pour qu'il y ait recevoir, donner, rendre, pour qu'il y ait tout ça, il faut qu'on arrive à définir le périmètre d'un système d'échange généralisé. Et lorsqu'Emmanuel Terré disait qu'il fallait rendre à ces sans-papiers l'accueil que lui avait reçu quelque part en Afrique, il faisait bien allusion à un système d'échange généralisé qui aurait eu le monde entier comme échelle. Pour autant, Derrida a peut-être raison d'insister, ou au moins on peut reconnaître avec lui,
que l'hospitalité inconditionnelle ne disparaît pas, ou, si l'on veut être normatif, ne doit pas disparaître, mais, dit-il, cela laisse entendre la nécessité d'un passage dans la culture entre les deux sens du mot xénos. Il me semble comprendre que Derrida voulait réaliser ce passage, mais dans l'autre sens, de l'étranger à l'hôte. Et c'est ce que je voudrais retenir comme programme de réflexion, de recherche, éventuellement d'action pour l'anthropologie. Sur le plan scientifique, on peut observer en effet que l'hospitalité inconditionnelle ne disparaît pas, mais que son énoncé revient un peu dans toutes les sociétés et sa mise en œuvre sont toujours situées. Pour l'anthropologue Julian Pitts-River, spécialiste de l'Andalousie et auteur d'un fameux article sur la loi de l'hospitalité, une loi générale de l'hospitalité découle, selon lui, non pas de la révélation divine, mais d'une nécessité sociologique, une réciprocité entre individus ou entre groupes. Je cite, « La loi de l'hospitalité est fondée sur l'ambivalence. Elle impose un ordre en se réclamant du sacré, fait l'inconnu connaissable et met à la place du conflit la réciprocité de l'honneur. » On retrouve là la référence au potelage, mais au sens de l'honneur en général. En Andalousie, écrit-il, la Convention veut que chaque étranger soit transformé en hôte. On a la réponse de l'anthropologue, en tout cas un premier élément de réponse de l'anthropologue à la question de Derrida. La Convention veut que chaque étranger soit transformé en hôte. L'étranger non intégré n'est pas supportable. De l'étranger, il faut donc faire un hôte, changement de statut qui s'opère au cours de la formalité de l'invitation à partager la nourriture. Fin de citation. Alors, deuxième point vers lequel nous mène cette première réflexion sur l'hospitalité inconditionnelle, c'est ce qu'on pourrait appeler les conditions de l'hospitalité. C'est à étudier les conditions concrètes dans lesquelles l'hospitalité se déploie que nous devons donc consacrer notre enquête. Observer et comparer des situations concrètes d'hospitalité dans leur contexte, analyser la relation d'échange qu'elle enclenche, comprendre où elle commence et quand elle s'arrête. Anne Gottman, une sociologue qui a, dans les années 90, créé et coordonné un vaste programme de recherche sur l'hospitalité et la ville, explique très bien cela dans quelques ouvrages, et notamment, elle explique, et j'y reviendrai, que l'hospitalité a un début et a une fin. L'hospitalité est toujours une relation, jamais sans condition. Elle permet de reconnaître l'autre, de lui donner une place dans un espace, et c'est là qu'elle devient une matière anthropologique. L'hospitalité privée peut se définir par la formule suivante : « J'accueille chez moi qui je veux ». René Scherrer le rappelait en 1993 dans son éloge de l'hospitalité. J'accueille chez moi qui je veux. C'est donc déjà une condition. Je n'accueille pas qui je ne veux pas, pour répondre à Derrida. C'est ce qui définit l'hospitalité privée, mais précisément pas inconditionnelle ou absolue, mais d'emblée conditionnée, relationnelle, contextuelle. La famille plus ou moins restreinte, ou s'élargissant, mais pas trop, devient le cadre dans lequel la relation s'établit avec l'hôte. Comment la relation d'hospitalité s'inscrit-elle dans un échange ? Il faut avoir de la place spatialement et faire une place socialement. Je voudrais me référer, si vous voulez bien, à des enquêtes que j'ai faites il y a déjà quelques années en Afrique de l'Ouest auprès de commerçants et de migrants Haoussa, ou dits Haoussa, ou en tout cas qui utilisent la langue Haoussa et les codes de sociabilité de la langue Haoussa, et qui sont dispersés partant du nord Nigeria et du Niger dans toute l'Afrique de l'Ouest, tout en établissant des quartiers d'accueil des étrangers dans les villes. Les Maïguidas sont les personnages importants, patrons et logeurs de ces réseaux commerçants, et ce sont eux qui accueillent chez eux des étrangers. Ils le font d'abord au nom de la sadaka, littéralement l'aumône, le don à Dieu, impersonnel. On retrouverait donc là, mise en œuvre, dans un contexte précis, une dimension absolue ou inconditionnelle.
Mais en même temps qu'ils le font, ils augmentent leur richesse en hommes. Arzikim Mutane, ça a un nom. Et si je mets ces noms, c'est pour vous expliquer que les concepts sont associés à ces pratiques. La sadaka, vertu, offre inconditionnelle, élargit, amplifie la richesse en hommes, Arzikim Mutane. Il y a donc une recherche de prestige symbolique dans le geste de l'accueil et de capital social, comme dirait Pierre Bourdieu. Les Maïgida ont à la fois un rôle de chef de famille, mais sont aussi de grands commerçants et des logeurs. On les appelle les Maï Karban Baki, ceux qui reçoivent les étrangers. Mais la relation qui s'établit à ce moment-là est, comme dans les enquêtes de Julian Pitts Rivers sur l'Andalousie ou d'Anne Gottman sur Paris et la région parisienne, la relation qui s'établit à ce moment-là est hiérarchique, elle est asymétrique. Même si c'est un adulte, la personne accueillie peut avoir le statut d'enfant. On l'appelle Yaro. Yaro, c'est l'enfant. Il est disponible, il travaille à la demande pour son Maïgida, et celui-ci doit protection à son étranger. Et cette formule, mon étranger, on l'entend souvent en Afrique. Quand on est bien accueilli, la personne qui vous a accueilli vous dit « tu ne risques rien, tu es mon étranger ». La relation entre l'accueilli et l'accueillant, je vais encore vous donner un terme de la langue Haoussa, Zumunchi. La relation entre l'accueilli et l'accueillant s'appelle Zumunchi. C'est un terme qui est très difficile à traduire. Beaucoup d'anthropologues se sont creusé la tête. Michael Smith l'a traduit par la quasi-parenté. Ce qui nous fait penser à ce que dit René Scherrer de l'affect qu'il faut à l'hospitalité. Il dit « il faut de l'amitié, mais pas trop ». Mais il y a un moment où la relation s'arrête. Après quelques jours ou quelques années, l'étranger qui est accueilli là, chez son Maïgida, peut commencer à travailler régulièrement dans le cercle de son logeur, ou bien il s'est lancé lui-même dans un commerce, ou bien, ce qui arrive aussi, et c'est un peu le rêve de tous les Yaro qui sont là, la relation entre eux peut avoir changé quand l'étranger est devenu Suruki, le gendre, en recevant une femme de la famille ou de l'entourage du Maïgida. Malgré toutes les spécificités locales, et je crois qu'à chaque fois, il y a toujours des spécificités locales, culturelles, des formes d'hospitalité, ce cas est très proche de ceux étudiés par d'autres, comme le remarque Anne Gottman dans son ouvrage « Le sens de l'hospitalité ». Il y a donc asymétrie ou déséquilibre dans la relation d'hospitalité et non égalité. Mais l'inégalité n'empêche pas la réciprocité. On l'a vu donc avec le cas des Haoussa, et Julian Pitts River insiste, lui, sur la fragilité de la relation entre les hôtes. Je cite, « Tant qu'elle dure, la fragile relation du maître de maison et de son hôte repose sur le respect de la complémentarité des rôles. Cette asymétrie instaure un échange et l'hospitalité inaugure un cycle de dons et contre-dons délimité par un début et une fin. L'hospitalité a une fin. Cette fin survient au moment où celui qui était accueilli est incorporé ou bien cesse d'accepter cette relation asymétrique. Encore Julian Pitts River, je cite, « Tandis que les formes d'incorporation permanente se consolident avec le temps, le statut d'hôte, lui, se volatilise. » Alors voilà pour l'hospitalité privée. Si nous devions tenter de faire un récit qui dirait tout le spectre de l'hospitalité, il faudrait l'étendre un peu. Il y a un moment où l'on atteint une zone de superposition ou de confusion entre l'hospitalité privée et l'hospitalité publique. Zumunchi, le terme dont je vous ai parlé, qui définit la relation qui soutient l'hospitalité, est aussi le nom donné à une association d'entraide qui, au-delà des individus et dans le monde urbain actuel, permet de venir en aide à tous les membres de la société comme aux étrangers demandeurs d'aide. Zumunchi Club.
L'hôte, à ce moment-là, peut être anonyme, mais certains cadres sociaux, associatifs, religieux, partisans, le rendent familier ou au moins créent un lien suffisant qui justifie l'accueil. Qu'on pense par exemple à l'accueil partisan des exilés chiliens, argentins ou brésiliens dans les années 70. Un lien rendait proche des personnes qui étaient d'abord anonymes. C'est dans la zone de superposition, voire de confusion, entre l'hospitalité privée et l'hospitalité publique que l'individu venu de dehors, le outsider, peut construire un réseau. L'individu n'y est ni atomisé, ni intégré dans une structure sociale trop figée. Il crée du familier dans un milieu social qui dépasse la famille, et notamment dans le tissu associatif. Les réseaux religieux sont, de ce point de vue, importants. On y crée un cadre presque familier en élargissant l'hospitalité privée au sein de structures qui sont, elles, de moins en moins familières. Alors, si l'on veut poursuivre cet élargissement, cet changement d'échelle de l'hospitalité, on voit qu'il y a eu historiquement un moment où l'institutionnalisation dans les églises, les hospices, les asiles, a rendu presque invisible le principe privé de l'hospitalité, dont on ne retrouve plus la place privée. Le passage à l'hospitalité publique a fait en quelque sorte disparaître l'évidence sociale ou l'évidente nécessité sociologique de l'hospitalité privée. Au Moyen-Âge, l'Église a créé des lieux d'asile pour tous les nécessiteux, et notamment les hospices de Saint-Vincent de Paul, qui sont, selon certains auteurs, je pense à Jean-Christophe Ruffin, au principe même de l'action humanitaire. Les autorités de ces hospices devaient systématiquement transmettre à la police les informations sur les personnes hébergées. Donc, si l'abri est assuré par une structure collective, alors plus aucun individu n'est responsable de la personne accueillie, d'une part, et d'autre part, il y a systématisation du lien entre accueil et contrôle. Les évolutions des politiques de contrôle migratoire de ces dernières années en Europe ont fait disparaître l'hospitalité publique sous différentes couches de politiques de contrôle, d'enfermement, de rejet des étrangers, faisant oublier le lien qui existe ailleurs et autrefois avec l'hospitalité privée. L'hospitalité semble aujourd'hui n'être plus qu'une trace archaïque ou exotique d'une pratique transformée dans l'hôtel ou dans l'asile. Au XXe et XXIe siècle, l'hospitalité disparaît au profit de grands dispositifs qui nous semble-t-il, complètement étrangers à nous, chaque personne, des grands dispositifs d'État, d'accueil et de contrôle et de soins, toujours sous la forme d'un contrôle des indésirables. La référence au territoire de l'État-nation prévaut et crée des possibilités tout juste de laisser pour compte dans les interstices, et c'est dans ces interstices qu'on va pouvoir découvrir ce qui est le troisième point que je voudrais développer, qui sont les retours de l'hospitalité. Alors, il y a plusieurs retours, j'en vois trois. L'hospitalité individuelle, privée, pour reprendre ce terme, l'hospitalité communale, et que je distinguerai de l'hospitalité urbaine. L'hospitalité individuelle, comme je l'ai dit, des gens manifestent leur volonté d'accueillir des hôtes chez eux, mais ils se heurtent à cette bureaucratie de l'inhospitalité qui s'est mise en place dans ce long récit dont j'ai fait à peine mention, ayant abouti à la disparition du principe de l'hospitalité dans les structures publiques. Comment se mettent en place ces nouvelles formes d'hospitalité privée? Il en a été fait mention, c'est l'objet, entre autres, c'est un des objets d'un programme de recherche qui a reçu le soutien de l'Agence nationale de la recherche, clin d'œil à Errand, et qui s'appelle Babels et qui s'intéresse à la relation des villes et des migrants, notamment sur ces questions de l'hospitalité.
Alors comment se mettent en place ces nouvelles formes d'hospitalité privée? Depuis plusieurs années déjà, l'association JRS, Jésuites Réfugiés Service, soutient les personnes qui veulent accueillir des demandeurs d'asile. Il y a donc un support associatif, juridique, moral, social qui est donné à des personnes qui ont manifesté leur désir d'accueillir chez elles, en faisant une place, une chambre, une pièce réservée pour un ou une étranger. Plus récemment, la plateforme Singa a lancé le programme Calme, comme à la maison, qui met en contact des demandes et des offres de logement pour des réfugiés et des personnes voulant les accueillir. Mais étant sous contrôle, il faut que les personnes accueillies soient des réfugiés statutaires. Certaines associations, ailleurs, se déclarent disposées à pratiquer la désobéissance civile en soutenant leurs membres qui accueillent des migrants sans référence à leurs documents de voyage. Et c'est là où on a un point, effectivement, qui devient un point de basculement et de politisation de l'hospitalité. Par exemple, au Danemark, dans le cadre du projet dont je parlais, le projet de recherche, un collègue, Simon Turner, mène une recherche sur un collectif des habitants amicaux, Venligburn. Le nombre de ses membres a explosé jusqu'à atteindre 22 000 membres lorsque les réfugiés ont traversé en grand nombre les routes du Danemark au mois d'août 2015. Le collectif a volontairement refusé de se constituer en ONG et s'appuie sur une structure horizontale fondée sur un volontariat spontané qui fonctionne sans budget, prévision annuelle, etc. Ces domaines d'activité vont de la collecte de nourriture, de vêtements pour les réfugiés, jusqu'à l'ouverture d'un café où les gens apportent des gâteaux et jouent de la musique, ou à la mise en place de covoiturage pour conduire les réfugiés de la frontière dano-allemande à la frontière dano-suédoise, ou en Suède directement, et à l'accueil de réfugiés chez les particuliers. Ces deux dernières activités sont illégales et condamnables légalement en tant que trafic d'êtres humains, et donc sont assumées publiquement par les membres de ces associations. Alors, hospitalité personnelle soutenue ou plus ou moins soutenue face à une bureaucratie de l'inhospitalité. Deuxièmement, hospitalité communale. On revient encore à Derrida, qui donna en 1996 un sens particulier à l'idée de ville-refuge dans son discours prononcé devant le premier congrès des villes-refuges 21-22 mars 1996. Je cite: « Si nous nous référons à la ville plutôt qu'à l'État, c'est que nous espérons d'une nouvelle figure de la ville ce que nous renonçons presque à attendre de l'État. Ce qu'en l'appelant de nos voeux, nous appelons la ville-refuge, ce n'est plus simplement un dispositif de nouveaux attributs ou de nouveaux pouvoirs ajoutés à un concept classique et inchangé de la ville. Il ne s'agit plus simplement de nouveaux prédicats pour enrichir le vieux sujet nommé ville. Non, nous rêvons d'un autre concept, d'un autre droit, d'une autre politique de la ville. » Alors comment peut se mettre en place cette hospitalité de la ville-refuge? Il faut trouver de la place, il faut faire de la place. Ce qui est intéressant dans les débats qui ont lieu depuis un an et demi en France ou en Europe, c'est que ces questions-là arrivent, même si elles arrivent de manière polémique, non consensuelle. Il y a de la place, ou on peut trouver de la place. Prenons 3 villes, Calais, Grande-Synthe, Paris. On sait que la ville de Calais s'est manifestée, ou en tout cas l'autorité de la ville de Calais s'est manifestée contre les migrants, a créé un camp à l'extérieur de la ville. L'État a créé un camp à l'extérieur de la ville, à la demande de la ville. Et on sait ce que c'est devenu, on pourra en reparler, mais c'est un camp de regroupement de 5 000, puis 6 000, puis 7 000, maintenant sans doute pas loin de 10 000 personnes qui ont été traités sous une forme d'indésirables et qui, eux, ont vécu une situation de plus en plus difficile, et pour les habitants aussi de Calais ont vécu une situation de plus en plus difficile, le non-accueil, la mise à l'écart produisant cette tension.
À quelques kilomètres de là, le maire de Grande-Synthe a fait une déclaration dont on peut dire aussi qu'elle est performative. Lorsqu'un maire parle, il réalise par les mots ce qu'il dit. Il a dit deux choses. Il a dit sur le territoire de ma commune, aucune personne ne doit mourir de faim ou de froid, c'est tout. Et il a lancé un projet de ville, un réseau de villes hospitalières. Il a aussi organisé contre l'État, et donc on retrouve la proposition de Jacques Derrida quelques années plus tard, il a proposé contre l'État le recours à ce qu'il y avait de possible à ce moment-là, c'est-à-dire une ONG, Médecins sans frontières, qui a bien voulu prendre en charge la construction d'un terre-plein en bois, de cabanes en bois, avec des conditions plus que minimum de confort correct pour les gens qui venaient à passer par la ville. Et puis la ville de Paris, où notre maire a dit à la fois qu'elle signait l'appel des villes refuges de Barcelone, Madrid, Palerme, Lampedusa, etc., et où elle a, prenant l'exemple de Grande-Synthe et de Damien Carême, le maire, elle a dit, à Paris aussi, nous allons faire un camp humanitaire. Le terme n'était pas très heureux, et on pourra en reparler, et l'effet pratique est pour le moins minime, 200 ou 300 places, alors qu'on sait qu'actuellement, au moins 6000 personnes errent dans Paris d'un campement à un autre et se font expulser d'un campement à un autre. Donc on est loin de l'efficacité qu'on pourrait attendre, mais le geste est significatif. Il est un peu brouillé, il est un peu dérangé, me semble-t-il, par le terme utilisé, même si je pense que la maire a voulu créer un peu l'événement en disant « nous allons faire un camp humanitaire à Paris ». Le recours à la forme camp a quelque chose d'inquiétant dans la mesure où cela répète une solution, la solution du camp comme politique ou l'encampement, qui s'avère toujours problématique, quelles que soient les intentions, bonnes ou mauvaises, qui les ont fait ouvrir. Est-on sûr d'être une ville-refuge lorsqu'on fabrique un camp, même si on le dit camp humanitaire? Bien sûr, il faut aller voir de plus près. L'alternative au camp, c'est l'hospitalité. Au Liban, depuis, ça a été dit à différentes reprises, alors que le Liban compte 4,5 millions d'habitants, 1,2 million Syriens sont arrivés dans le pays et le gouvernement libanais a demandé à ce qu'on ne construise pas de camps. Qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait deux choses principalement. D'une part, des campements qui étaient une autre forme de camp, si vous voulez, c'est-à-dire des gens qui ont eux-mêmes établi leur habitat dans la vallée de la Bekaa, près de la frontière. Cette forme du campement, on la trouve aujourd'hui de plus en plus, et certainement, il va falloir s'y habituer. Partout dans le monde se développent des formes de campement, puisqu'il y a des nombres considérables de gens qui sont en déplacement, bien plus dans d'autres continents qu'en Europe. Ça a été dit tout à l'heure, plus de 80% de l'accueil se réalise dans les pays du Sud. Et donc, une des formes est la forme du campement, qui peut être une manière de s'entendre avec les habitants. Je l'ai vu, moi, en Afrique, en Sierra Leone, où des gens arrivant du Libéria en très grand nombre sont arrivés dans un village. On leur a dit « vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous installer à côté dans cet espace-là qui est disponible ». Pendant plus de 2 ans, la cohabitation s'est très bien faite entre les réfugiés dans leur campement et les habitants, jusqu'au moment où le HCR, dont on a déjà beaucoup parlé, donc j'en parlerai à ma façon, vu d'Afrique comme un dispositif de pouvoir et de logistique puissant,
a déclaré que la région n'était pas sûre et qu'il fallait que ces réfugiés aillent se mettre dans l'ensemble, dans le grand complexe de camps de réfugiés que le HCR avait établi à 300 km de là, dans le centre de la Sierra Leone. Et donc c'est là que les gens devaient être installés et non pas à côté du village qui les avait accueillis. Au Liban, l'autre solution qui a été adoptée comme alternative au camp est d'aller s'installer chez les habitants moyennant le paiement d'un loyer. Beaucoup de personnes ont crié aux marchands de sommeil, mais on peut en donner une autre interprétation et qui peut aussi bien s'adresser au HCR. Plutôt que de construire des camps ou de laisser les réfugiés se débrouiller tout seuls, pourquoi ne pas aider les habitants à accueillir les réfugiés? Si les habitants le souhaitent, s'ils ont de la place, le HCR peut très bien aider les habitants à accueillir les réfugiés. Et puis, je voudrais simplement terminer en évoquant une autre forme d'hospitalité, une hospitalité qui n'existe pas encore, mais qu'il va peut-être falloir inventer, que j'appelle l'hospitalité urbaine, mais on pourra y réfléchir. Le camp de Calais a été quelque chose de médiatiquement, politiquement, et l'est toujours, très polémique. Mais une chose est sûre, c'est que pendant l'année et demie où ce camp a existé, puisque dans quelques jours, on nous a annoncé que le 17 octobre, le démantèlement serait fait et que François Hollande se fera prendre en photo devant le terre-plein rasé qui sera à la place du camp. Ce qui est sûr, c'est que pendant un an et demi, avec ses 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 habitants selon les moments, ce camp est devenu un vrai lieu de vie, peut-être un bidonville, effectivement. Et à un moment donné, il a mieux porté son nom de bidonville plutôt que de camp. Il était en train de devenir une sorte de brouillon de ville, ce qui le fait ressembler à la plupart des camps installés dans la durée ailleurs dans le monde, transformé et de plus en plus approprié, habité par les migrants eux-mêmes et en partie par les nombreux visiteurs du lieu, les aidants, comme on les appelle maintenant, les militants associatifs et politiques de droite, catholiques, de toutes les parties, journalistes, photographes, vidéastes, artistes, étudiants et chercheurs. Cette zone était devenue parfaitement publique et même certains jours c'était the place to be, et d'autant plus qu'il y avait là de nombreux Britanniques qui étaient installés, régulièrement présents dans ce lieu. Avec ce camp bidonville, les migrants s'inventaient eux-mêmes la ville hospitalière en France que le gouvernement leur refusait. C'était un lieu où une forme paradoxale d'asile était créée et acceptée par certains migrants qui pourtant n'étaient venus jusque-là que pour passer en Grande-Bretagne. Et c'est contre cela que l'État a finalement réagi, contre ce camp qui sortait de l'ombre. Il y a eu dans la vie quotidienne de ce camp de Calais et dans sa transformation en bidonville, jusqu'à sa disparition maintenant, cette situation dans laquelle on avait de la conversation, de la traduction, de l'apprentissage, de la construction, le lieu se transformait et finalement, effectivement, une forme d'accueil s'est trouvée réalisée là. Quelles que soient les solutions politiques qui seront prises concernant le camp de Calais, c'est une expérience qui laisse des traces et qui, je pense, peut nous inciter à penser à une autre forme d'hospitalité aussi, qui est cette forme d'hospitalité urbaine. Je vous remercie.